ទឹកភ្នែកជាឈាមខ្ញុំបៀមគំនុំអើយឈាមកងជាដុំយំស្ដាយទឹកដី Je voulais vous interroger au sujet de votre histoire personnelle, comme la raison qui vous a poussé à faire ce travail aujourd'hui. Je suis né en 1980 dans mon village. J'ai 8 frères et sœurs. 10 ans plus tard, mon père est décédé. Ma mère a dû s'occuper seule d'une grande famille. Ma mère et ma sœur, qui est l'aînée, ont dû travailler beaucoup pour soutenir cette famille. Après la guerre, tout était détruit. Tout le monde voyait ça comme une nouvelle vie, une renaissance, une chance de naître à nouveau après la guerre. Donc, tout le monde est revenu à la maison et a essayé de travailler pour posséder à nouveau quelque chose. Les Cambodgiens travaillent la terre et font pousser riz, pastèques, concombres, maïs, pommes de terre, ou trouvent dans la forêt ou sur la colline de quoi se nourrir, ou fabriquer des produits comme du sucre à partir des palmiers. Dans le cas de ma famille, comme j'étais trop petit, c'était mes frères qui travaillaient dur au champ. Et ma mère devait travailler tous les jours, du matin au soir. Personne ne se souciait de l'éducation, parce que l'éducation n'est pas importante. Ce qui est important, c'est le ventre. C'est le bien-être de la famille. C'est pour cela qu'ils s'en fichent. Il faut juste travailler. Qu'on soit jeune ou vieux, il faut travailler ensemble. Dans le cas des jeunes enfants de 3 ou 4 ans qui ne pouvaient pas sortir, ils restaient à la maison et surveillaient les bébés ou faisaient de petits travaux domestiques. Et puis, nous avons eu dans ma communauté un professeur volontaire qui a accepté d'enseigner aux enfants 2 heures par jour. Tout d'abord, peu d'enfants venaient recevoir une éducation, car ils avaient l'impression qu'ils ne voulaient pas d'éducation, car ce n'était pas important. Il fallait juste aller travailler. Je me souviens qu'il faisait cours sous un arbre à plus d'une centaine d'enfants. Il utilisait un tableau qui y était suspendu. C'était celui près de ma maison, un gros manguier. C'était une école agréable. On devait s'asseoir sous l'arbre, sans livre ni crayon. Il fallait prendre un petit bout de bois, et quand l'enseignant écrivait au tableau, on écrivait avec notre bout de bois sur le sol.
Puisque nous n'avions pas de cahier, on essayait de tout retenir. Mais malheureusement, à la fin des cours, on ne pouvait pas l'emporter à la maison, puisque c'était écrit sur le sol. Mais on se souvenait de certaines choses. On n'avait pas de craie pour le tableau. On devait plonger dans l'eau pour trouver de l'argile. On devait ouvrir les yeux sous l'eau. Et si on en trouvait de la blanche, on la remontait, on la roulait en bâton et on la faisait sécher au soleil. Il en fallait 2 par jour. Donc, entre le travail de hacher et celui des champs, il fallait prendre le temps de plonger à la recherche d'argile blanche pour fabriquer les craies pour le professeur. On a étudié pendant 3 ans, après quoi on a passé un examen pour entrer dans le cycle secondaire. Ils organisent cet examen un jour avant d'envoyer les jeunes au cycle secondaire. Quand l'examen commence, on est chanceux. On a le droit à un stylo et un livre. Quel jour de chance! On pense à ce jour-là, on pense qu'on va essayer de faire de notre mieux. Donc le moment de l'examen final arrive. Cela dure 3 jours. Puis le leader de la communauté et le professeur bénévole nous appellent pour nous dire qui a réussi l'examen et qui va aller au collège. Tout le monde est un peu stressé et se demande qui a réussi et qui a échoué. À cette époque, seulement 10 enfants ont réussi le test. Pour ceux qui n'ont pas réussi, ils continuent à vivre dans la communauté et à y travailler. Mais 10 enfants ont réussi et sont allés au collège. Du collège à la maison, la distance est de 17 km. Il n'existe pas de transport. Les enfants n'ont pas non plus de matériel scolaire. La situation des familles étant toujours difficile. Les familles sont très pauvres. Mais 10 enfants, moi inclus, sont allés au collège. On avait toujours un cahier et un stylo que l'on avait reçus pour passer l'examen. Donc on y est allé. Le chemin pour aller à l'école était accidenté. Il fallait nager pour traverser certains passages pendant la saison des pluies. Et le chemin devenait vraiment glissant. À cette époque, la route n'était pas vraiment bonne. Même pendant la saison sèche, il fallait traverser une petite rivière à la nage. Quand j'arrivais près de la rivière, j'enlevais mes vêtements parce que je n'en avais pas d'autres. Sinon, je n'aurais pas eu de vêtements pour les cours. Et je les prenais avec mon cahier et mon stylo à une main, et avec l'autre main je nageais. Mais ma famille se faisait du souci, parce que j'étais jeune, 12-13 ans. Ils me disaient de faire attention, que la route était dangereuse,
et qu'ils n'avaient pas le temps de m'emmener à l'école parce qu'ils avaient trop de travail. Ils m'ont aussi parlé du fait qu'il y avait beaucoup de travail et qu'ils avaient besoin de moi pour travailler. Mes frères et sœurs se sont alors proposés de faire mon travail à ma place. Je n'allais étudier que du lundi au jeudi. Je devais travailler les autres jours. Le professeur venait faire la classe et ensuite, il fallait aller travailler chez le professeur. On était deux groupes d'étudiants. Le premier commençait les cours, pendant que le deuxième allait travailler chez l'instituteur, et vice-versa. Aux alentours de 18h30-19h, on rentrait à la maison. Il commençait à faire nuit, et c'était difficile de faire l'aller-retour. Mais je l'ai fait pendant 3 ans. Le vendredi, samedi et dimanche, j'allais travailler avec ma famille dans les champs. Et je transportais des concombres, des pastèques, dans un sac sur mes épaules. On allait avec 3 ou 4 enfants dans un autre village pour faire du troc. On échangeait des légumes contre du riz. On recevait 1 ou 2 portions de riz contre 1 ou 2 pastèques. Donc on ramenait le riz à la maison. Et dans les villages, on apportait des légumes. Si on ne pouvait pas troquer tous nos légumes, le premier jour, on devait rester 1 ou 2 nuits avant de pouvoir rentrer. On devait échanger tous nos légumes avant de pouvoir rentrer. J'avais donc passé 3 ans à étudier et travailler, puis j'ai fini le collège. Et je suis rentré dans mon village quand j'avais 14 ans. When I'm 14, I got back and I finished my education. I look. The children in my community. Je me suis alors rendu compte que les enfants de ma communauté n'avaient pas de chance, car mon ancien professeur était décédé et personne n'avait pris la relève. J'ai alors eu une discussion avec ma mère et je lui ai expliqué que je voulais faire quelque chose pour les enfants. Mais elle m'a répondu que j'étais trop jeune. Mais en même temps, les gens de mon village me demandaient de les aider. Je suis retourné passer une journée avec mon professeur et je lui ai dit que ma communauté avait besoin de moi pour enseigner, mais que je ne savais pas comment. Mais que je ne savais pas comment faire parce que je n'avais pas les compétences ou le matériel scolaire. Je n'avais rien. Oui, j'avais quelques connaissances dans ma tête, mais cela est parfois difficile sans support. Mais j'ai quand même essayé. J'avais pris un engagement. C'est pour ça qu'à mes 14 ans, j'ai commencé à travailler comme professeur volontaire. Tu m'as demandé pourquoi j'ai commencé à faire ce travail. Cela est lié à mon histoire. Et depuis mes 14 ans, j'ai décidé d'enseigner, parce que l'éducation est très importante. J'étais une des seules personnes de ma communauté à avoir fait quelques études. Donc, je devais faire quelque chose pour les générations futures. Je ne voulais pas les laisser tomber, ni qu'ils se sentent isolés de la société. Vivre sans éducation, c'est comme avoir les yeux fermés. On ne voit rien.
C'est pourquoi l'éducation est vraiment quelque chose d'important. Parce que quand les gens ont des connaissances, qu'ils peuvent lire, qu'ils peuvent écrire, qu'ils peuvent comprendre ce qui se passe dans la communauté, ils peuvent se développer et rendre tout cela à la communauté. Ils peuvent aider leur famille et participer à la construction de la société. C'est pourquoi c'est un bon système. D'abord j'ai travaillé, et ensuite d'autres m'ont rejoint. Mais il n'y a pas que moi dans ce monde qui travaille bénévolement. Beaucoup de personnes dans ce monde essaient de faire du bon travail pour les communautés et la société. Dans ma conception, le bénévolat est très important. Il faut commencer par l'éducation, puis d'autres activités. Il ne faut pas se focaliser que sur l'éducation. Il faut travailler sur d'autres domaines, si on le peut. C'est très important. Et donc, est-ce la raison pour laquelle tu es devenu moine? Oui, quand j'ai eu 14 ans, j'enseignais aux enfants de ma communauté. Et ce temple derrière vous avait été complètement détruit pendant la guerre. Sous les Khmers rouges, le gouvernement ne voulait ni religion, ni blanc, ni noir, ni pauvre, ni riche. Rien de nouveau, rien de vieux. Tout le monde devait travailler ensemble pour Ankar, qui se faisait appeler une démocratie. Mais ce n'était pas une démocratie, mais une démocratie, parce que c'était un système insensé. Ils ont tué des gens et tout détruit. C'est un système insensé. Mon temple comptait en ce temps 3 moines bouddhistes. Ils étaient vieux et restaient dans le temple. Après 1 ou 2 mois, sont arrivés de jeunes moines qui sont restés au temple. Le temple comptait alors 4 ou 5 moines bouddhistes. Ils ont entendu parler de mon travail bénévole auprès des enfants et sont allés rencontrer ma mère. Ils lui ont dit qu'ils voulaient que je devienne moine bouddhiste. Ma mère leur a répondu qu'elle ne pouvait pas répondre, que cela dépendait de moi, que si je le souhaitais, elle était d'accord, mais que si je ne le souhaitais pas, elle ne savait pas quoi faire, parce que j'étais très occupé par les cours que je donnais aux enfants. Ma mère était d'accord avec le principe de devenir moine, même si à cette époque, la religion n'intéressait personne. Personne ne s'intéressait ni au bouddhisme, ni au christianisme, ni à l'islam, ni à l'hindouisme, ou d'autres religions. Ce qui importait, c'était d'aller travailler, de rentrer à la maison et de continuer à travailler. Il y avait beaucoup de travail. Un jour, ils sont venus à ma rencontre pour me faire leurs propositions. Et je leur ai demandé ce qu'était le bouddhisme. Parce que j'étais jeune et je n'avais jamais rien lu ou appris à propos de ça. Je n'étais jamais entré dans un temple. Ils ont essayé de m'expliquer
Puis je leur ai demandé s'ils avaient des livres sur le bouddhisme, parce que je voulais en savoir plus avant de prendre ma décision. Je voulais être sûr de mon choix et ne pas être déçu par la suite. Je voulais être heureux dans ce que je faisais. Ils m'ont donné 2 livres sur le bouddhisme qui parlaient des règles du bouddhisme et comment apprendre par la voie du bouddhisme et de la société et des opportunités de travailler pour la communauté. Tu peux faire de bonnes choses pour les gens, tu partages ton bonheur et ce que tu possèdes avec tout le monde. Ces livres expliquaient aussi que lorsque le Bouddha atteint l'illumination, il rencontra et enseigna aux gens comment rester à l'écart des mauvaises choses et comment purifier leur esprit. Ayant lu tout cela, j'ai eu envie d'en apprendre plus, parce que c'était une bonne façon de me construire et d'en apprendre plus sur la société. Les moines m'ont aussi expliqué qu'en devenant un moine bouddhiste, j'aurais plus d'opportunités pour continuer mon travail d'enseignement avec les enfants vivant autour du temple, que le temple deviendrait un centre d'éducation. Je leur ai alors expliqué que j'enseignais maintenant à plus d'une centaine d'enfants, et que je ne savais pas quoi faire si j'en avais plus, car nous n'avions pas d'école. J'ai alors décidé de devenir un moine bouddhiste. Je suis resté au temple, et j'avais de plus en plus d'enfants, car il y a plus de 12 villages dans les alentours qui comptaient plus de 200 enfants. Je faisais la classe sous le même arbre, là où j'avais reçu mes leçons. Dans le temple, nous avons un grand arbre, un manguier. C'était une bonne école pour plus de 200 enfants. Ils étaient nombreux, mais nous étions heureux de pouvoir nous asseoir sous cet arbre pour faire la classe. Je pensais alors au futur, parce que j'étais content des résultats que j'obtenais. De voir que les enfants pouvaient lire, écrire, qu'ils créaient de bonnes relations les uns avec les autres, qu'ils s'entraidaient et apprenaient les uns des autres. C'était une bonne manière de créer une unité pour le futur. C'est alors que je me suis dit que dans le futur, je souhaitais reprendre mes études pendant que mes étudiants pouvaient continuer à faire la classe durant mon absence. 3 ans après, certains élèves ont pris la relève pour les générations suivantes. J'ai essayé de les convaincre de m'aider, mais ils me répondaient tous qu'ils ne pouvaient pas et qu'ils n'avaient pas assez de connaissances. Je leur ai répondu que moi aussi, j'étais dans cette situation, mais que j'essayais. Vous voyez, le matin j'enseigne aux enfants, l'après-midi aux adultes, et le soir, je fais la classe aux moines dans le temple. Je travaille toute la journée. Donc maintenant, c'est votre tour. Vous devez le faire, ou au moins essayer. J'ai réussi à en convaincre 3, puis 5, puis 7. On faisait toujours la classe sous l'arbre, et on devait séparer les classes en fonction de l'âge. Jusqu'à mes 20 ans, j'ai continué mes études au lycée dans un autre village.
et j'ai laissé mes étudiants faire la classe. Je suis resté au lycée pendant 3 ans et je suis revenu. J'ai transmis ce que j'avais appris au lycée à mes étudiants. Donc, ils ont pu acquérir plus de connaissances et d'expérience et ont transmis à leur tour. C'est le cycle de l'éducation. Puis j'ai eu une autre idée. J'ai eu envie de continuer mes études à l'université parce que je me suis rendu compte que je pouvais le faire. Les enfants étaient contents de leur apprentissage et j'avais besoin de continuer ma construction personnelle pour rendre ensuite à ma communauté. J'espérais que dans le futur, nous aurions de plus en plus d'enfants et que je pourrais aider un autre village. Je pourrais aller ailleurs ou envoyer mes étudiants dans une autre communauté. C'est ce que j'espère. C'est une école gratuite pour tous. Donc tout le monde peut venir pour recevoir une éducation. Ce n'est pas une école bouddhiste. Nous suivons le même programme que les écoles d'État, que les écoles publiques. Mais si vous voulez étudier le bouddhisme, vous pouvez aller au temple. Quelqu'un là-bas vous enseignera le bouddhisme. Mais ici, non. Ce n'est pas un programme bouddhiste. On n'enseigne que les matières générales. Géographie, histoire, khmer, mathématiques et sciences sociales.